Bonjour Stéphane. Donc bonjour Clément, enchanté Salut. de te connaître et puis que tu puisses me recevoir. Bah écoute, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je vais tout de suite préciser que je t'ai trouvé par l'intermédiaire de Nicolas Stanasic, qui est un historien du tennis. Et d'ailleurs, je recommande son livre sur l'histoire du tennis en France. Je crois que tu l'as lu et que tu as bien apprécié. Hmm. Et c'est lui qui m'a mis sur ta trace. Alors, du coup, je te présente en quelques mots. Comme d'habitude, s'il y a des choses que j'ai oubliées, si je me suis trompé, par exemple, ça peut arriver, tu me le dis. Alors, moi, ce que je sais de toi, tu es historien et sociologue du tennis et plus largement, on va dire même des sports de raquettes, mais pas que. C'est pas les sujets, historiques et sociologiques que tu as uniquement traités. Tu enseignes en STAPS. Bon, tu participes, j'imagine, régulièrement à des colloques et Hmm. tu as une chaîne YouTube de ton club de tennis, donc, du coup, qui s'appelle Villenox, le tennis Villenox. Tu as été Oui. son président Hmm. et bah, tu es un collectionneur aussi, je vois derrière toi, de raquettes et d'objets tennistiques, j'imagine. Oui, oui, effectivement. Mmh. Alors, oui, au niveau effectivement du cursus bénévole, si je puis dire. Oui. Bon, j'ai été président du club. Pendant de nombreuses années, on organisait de gros tournois, notamment des tournois sur gazon naturel, Mmh mh. des tournois de double où il y a des personnes qui venaient un peu de toute la France. Et c'est ce que je mets justement sur cette chaîne, Tennis Winnox Gazon. OK. Je mets ce qu'on a fait, dans ce club et également des informations pour les étudiants, Mmh donc mh. des choses un petit peu plus scientifiques qui vont Mmh. retracer l'histoire du tennis, qui vont parler de sociologie du tennis, Mmh qui mh. vont parler de prospective. Mmh Voilà, mh. donc ça, c'est par rapport à cette chaîne et sur cette chaîne, justement, j'ai une partie qui peut nous intéresser parce OK. que c'est la partie où je parle de l'histoire des enseignants de tennis. Très bien. Voilà. Donc là, je mets ici, hein, donc ça Oui. dure 1h09. Mmh mh. Ça, c'est euh, issu d'un colloque à Toulouse auquel j'ai participé. Et de ce colloque, il y a un livre qui va sortir où je parle effectivement, il y a un Mmh mh. chapitre dans ce livre par rapport à l'histoire des enseignants et la Super, prospective. Donc ça, super. voilà. Ensuite, président de club, j'ai été trésorier du comité, j'ai été président de la commission d'arbitrage, toujours au comité, Mmh mh. j'ai été au comité directeur de la ligue. Voilà, donc ça, c'est le côté bénévole. Et Mmh mh. après, j'ai eu la chance, quand j'ai passé un DESS en éducation et formation, il a fallu que je trouve un stage. Et ce stage, je l'ai trouvé à la Fédération française de tennis. OK. J'ai fait mon stage pendant 6 mois. Et après, je suis resté là-bas comme salarié à la DTN, donc avec Marc Renoux, avec Alain Cronenberger, Mmh mh. avec Bernard Pestre, avec William Botorel. Et donc, c'était sous la DTN de Jean-Claude Massias. Et un Super. petit peu après, de Patrice Dominguez. Voilà, donc j'y suis resté 2 ans. Mmh mh. Et après, je suis parti pour enseigner en STAPS. D'accord. Voilà. Et donc, tout ce que j'ai fait au niveau études, donc j'ai passé un doctorat en sociologie. Mmh. Sur ce doctorat, donc il y a un livre qui en est sorti, ça s'appelle Un filet et des sports, où je parle effectivement de l'histoire du tennis, de la prospective du tennis sur le tennis, etc. Mmh mh. Et un autre livre que là, qui est issu d'une thèse en sciences de l'éducation. Après, j'ai passé un autre doctorat en sciences de l'éducation. Mmh Et mh. donc ça, c'est le thème, en gros, hein. Les deux livres là, Mmh mh. c'est sur les thèmes que j'ai pu aborder. Voilà un petit peu mes liens, on va dire, avec le tennis. Mmh mh. Mmh mh. Moi, je t'ai invité, on en a un petit peu parlé évidemment, c'est pas un secret. On entend que le tennis décline, donc moi, j'aime toujours savoir effectivement si, c'est vrai ou pas, de quoi on parle, quels sont les faits, quels sont les chiffres et cetera. Parce que des fois, on confond le sentiment, les émotions et les faits. Parfois, ils corroborent, donc je voulais parler de ça aujourd'hui avec toi et Mmh. puis, voilà, je sais que tu as préparé une petite présentation et ce qui m'intéresse plus particulièrement, on en a parlé justement, c'est quel impact tout ça a sur, les enseignants. On a le sentiment pour le coup, mais je pense que c'est assez, réel aussi, voilà, les faits nous donneraient raison de dire que la profession
du métier d'enseignant, d'éducateur sportif, bon, on va dire que ça comme ça, elle est pas dans la meilleure forme de sa vie, quoi. Donc c'est aussi ça que je voulais voir avec toi et qui plus est, quand tu fais de la prospective, si tu as un petit peu des billes à nous donner. Mais on va partir de ta présentation sur, cette question: «Est-ce que le tennis décline en France ou pas?» Donc Mmh. je te laisse la parole et puis, si j'ai Non. des questions, j'hésiterai pas à te les poser, quoi. Ouais, ouais. Si tu veux, je vais commencer par la précarité du métier d'enseignant. Très bien. Bon, on va aller, si je puis dire, du pessimiste à l'optimiste, Mmh hein? mh. Mmh. Voilà. Quand on parle de précarité, je vais te faire une réponse de Normand, même si je suis champenois. Mmh. Je vais dire oui et non. Mmh. Il y a une précarité, oui, si tu te fies à ce qui s'est passé en arrière. OK. C'est-à-dire effectivement, si tu pars, dans les années 1900, jusque dans les années 1970 même, Mmh. hein, les enseignants gagnaient bien leur vie et les enseignants étaient pour la plupart issus, d'un milieu social assez aisé et Mmh. c'est aussi pour ça qu'ils faisaient du tennis, Mmh. c'est aussi pour ça qu'ils sont devenus enseignants. C'est-à-dire, ils avaient à peu près le même niveau de vie, le même, le même niveau culturel que les gens à qui ils donnaient des cours, OK. à peu près. Bon. Mmh. Intéressant. Euh, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'effectivement, si tu as beaucoup d'enseignants pour peu de joueurs, Oui. forcément, là, va y avoir une précarité. Mmh. Alors, si par contre, c'est l'inverse, si tu as peu d'enseignants pour beaucoup de joueurs, c'est la loi de l'offre et de la demande, Mmh. l'enseignant va être bien payé. Mmh. C'est pour ça que je te mets là ce graphique-là, Oui. où j'ai repris, je sais pas si on voit ma petite croix là. Si, C'est si, pas... on voit, on voit, on voit. D'accord. Tu vois là, par exemple, en 1936, un enseignant pour 240 licenciés. OK. Si on prend dans les années 2010, Mmh. un enseignant pour 620 licenciés. Donc forcément, là, il y a plus d'offres d'enseignement que de demandes. Donc Oui. le métier va se précariser un petit peu, si je puis dire. Bon. Tu t'aperçois que là, en ce moment, par Mmh. contre, on est à peu près, hein, 2000, ouais, 2018, Mmh. un enseignant pour 144 licenciés. C'est-à-dire là, quelque part, euh, il y a beaucoup plus d'enseignants que de joueurs de tennis. Oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Oui, oui, je vois le rapport. C'est-à-dire là, c'est bien pour l'enseignant, là, c'est moins bien pour Ouais, pour l'enseignant. l'enseignant. D'accord? Mmh. Et là, on s'aperçoit, dans les années 36, quelque part, c'était un petit peu moins bien aussi pour l'enseignant, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de licenciés. Oui. Hein, c'est là, d'ailleurs. Attends, euh, c'est pour ça que je t'avais mis ça là tout à l'heure. Tu vois? Tu Mmh. t'aperçois qu'il y a effectivement euh, très très peu de licenciés jusqu'en 1975-1980, Oui. et qu'après, tu as ce qu'on appelle une massification. Une massification, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un nombre important de joueurs de tennis qui arrivent. Mmh. Ce nombre important de joueurs de tennis qui arrivent, c'est encore une CSP relativement élevée ou moyenne plus. Très bien. D'accord? Oui. Par contre, tu vas avoir un petit peu après, c'est-à-dire là, quand je te parle de cette massification, c'est 75, 82, 84. OK. Et à partir de 84, 85 jusqu'à maintenant, tu as ce qu'on appelle en même temps une démocratisation du tennis. Oui, parce que C'est-à-dire, massification, c'est pas la même chose que c'est démocratisation. pas Je pense que pareil, des c'est fois, pas voilà, pareil. on confond les termes. On dit Ouais, démocratisation, mais c'est pas la même chose. ouais. Si tu veux, évidemment,
une démocratisation va souvent de pair avec une massification. Mmh. Mais là, tu as d'abord eu une grosse massification, avec quelque part une petite démocratisation, Oui, forcément. oui, Mais si mécanique. tu veux, c'était pas là le point principal. Le point principal de la démocratisation, il vient après. Un petit peu après. On Mmh. va dire 85, 90, jusqu'à maintenant. D'accord? OK. Donc, si tu veux, maintenant, effectivement, tu as des enseignants qui sont issus de presque toutes les couches sociales. Mmh. Alors évidemment, tu n'as pas d'enseignants qui sont issus de couches sociales basses, si tu veux, Oui. parce que le tennis, ça reste quand même avec des CSP moyenne, moyenne plus et autres. Bon. Mais tu as ce phénomène-là qui se passe. Mmh. Je te montre aussi un autre graphique qui est important pour bien comprendre cette massification et cette démocratisation en même temps, et également le glissement des couches sociales qui jouaient au tennis, les couches sociales hautes qui jouaient au tennis se sont déplacées vers le golf. Ah, intéressant. Ou ici, tu vois, c'est clair et net. Mmh. Quand je montre ça aux étudiants, c'est limpide. C'est-à-dire là, tu vois, la massification, la démocratisation, avec tout ce qui va avec, hein, tout ce qui s'explique. Là, je ne veux pas rentrer dans le détail, si tu Mmh. veux. Tu as la Mmh. médiatisation, tu as l'opération 10 000 cours, tu as Philippe Chatrier, qui était un dirigeant exceptionnel, qui arrive et qui fait tout un tas de choses pour le tennis, avec effectivement le ministère des Sports, etc. Ok, voilà. Mmh. Explique. Et ça, c'est pas à peu près partout dans le monde. Mais tu as en même temps les gens aisés qui vont vers le golf. Pourquoi? Parce que tu as le médecin ou l'avocat ou le notaire ou bien le chef d'entreprise. Il ne veut pas se retrouver à jouer avec ses patients Mmh. ou avec ses employés. Mmh. Parce que faut se dire aussi une chose, pendant de nombreuses années, c'était un tennis d'entre-soi. OK. D'accord? Et ce tennis d'entre-soi avec des gens aisés qui jouaient, ils prenaient des cours en individuel. Oui, Et là, on y vient. En cours individuel, les profs, ils étaient souvent en libéral. oui. D'accord. Mmh. Et donc, ils gagnaient bien leur vie. Mais attention, pareil. Quand je dis qu'ils gagnaient bien leur vie, c'était pas non plus des milliardaires. Et j'ai retrouvé, euh, ça c'est au tennis, c'est dans un tennis à Paris dans les années 30. OK. Ok. Ouais, ouais. Et là, j'ai remis en euros constants, si tu Mmh mh. veux, c'est en Mmh. euros constants, les tarifs du club, d'accord, Mmh. par personne, d'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui réserve une heure, de 7 heures à 8 heures, il va payer 316 euros. Son collègue va aussi payer 316 euros. Donc le club va recevoir plus de 600 euros. Si tu joues le dimanche, on va dire le mardi, c'est encore plus cher. Ouais, non, bah, le dimanche. Le dimanche, entre 13 heures et 16 heures, chaque personne va payer 2 530 euros à l'année pour avoir son heure de réservation. D'accord. Tu as tes heures de lumière ici, Oui. l'armoire à vestiaire, etc. Mmh. Et tu as le professeur à l'heure. En haut, tu vois, 32 €. 32 euros de l'heure. Alors, ça correspond à peu près à ce qui touche maintenant, parce que Oui, j'ai l'impression. tu vas entre 30 et 80 euros. Oui, ça va dépendre effectivement des villages, des D'accord. villes, des coins de France et cetera, mais C'est comme je le ça. disais, j'ai discuté avec Romain Taupin juste avant, Mmh, c'était une interview qu'on a faite, il y a il y a mmh, il y a quelques jours. mmh, Effectivement, on parlait des cours de padel et il me mmh. donnait le tarif des cours de padel qu'il connaissait et c'était effectivement plus cher que mon repère à moi, encore une fois, de prof de tennis où moi, dans le sud de la France, que j'observe effectivement, on est aux alentours des 30 € de l'heure, oui, effectivement. C'est ça. Ouais, C'est ça. Donc, tu vois, quelque part, quand on parle en francs constants, ça n'a pas forcément évolué dans ce sens-là. tout à fait. Sauf Bah, que, sauf que, le coût de la vie a dû augmenter, ouais, mais peut-être? le franc constant prend en compte. Enfin, D'accord. l'euro constant. Sauf que le Mmh. joueur, à cette époque-là, il donnait plus d'heures. Eh oui, Il eh oui. pouvait faire aussi un peu de collectif. Mmh. Et là, ce qu'il faut savoir aussi,
j'essaye de reprendre. Attends, j'essaye. Si je coupe ici, voilà. Si je reprends ça, par exemple, si je reprends ce graphique-là, Mmh. quand tu es dans l'augmentation ici des, des licenciés, Énorme augmentation, ouais. eh ouais, une grosse augmentation. Bon, cette augmentation-là, je l'ai mieux ici encore, tiens. Alors, on la voit mieux si tu veux. C'est à peu près le même graphique. Ouais, mais Il tu la est pas légendes. le bout, Mmh. mais voilà. Bon. Mmh. Le nombre de profs n'augmente pas tout de suite. Il faut les former, les profs. Tout à fait. Bon. Je discutais, il y a pas mal d'années, avec un prof qui s'appelait Alain Hardy. Mmh. Alain Hardy, c'est un enseignant qui était prof au Racing Club de France. Il avait déjà à l'époque, en 1900, oui, en 1995, il avait déjà 65-70 ans. Mmh. D'accord. Et donc, lui, il a connu, si tu veux, les années de gloire de l'enseignement. D'accord. En même temps qu'il était au Racing Club de France, il travaillait pour le tennis corporatif de la Banque de France, qui jouaient, ils avaient leur terrain sur une île, je sais plus où, si tu veux, une île près de la Seine à Paris. Donc il y avait énormément de cours en terre battue. Il me racontait, il donnait des cours collectifs jusqu'à 70 personnes par terrain. 70 personnes par terrain. Alors évidemment, hein, tu te doutes, c'était pas du jeu, c'était simplement comment on fait un service, comment on fait un coup droit, comment on fait un revers. Alors je ne sais pas combien les gens payaient, si tu veux. Très C'était bien. peut-être exceptionnel, Mmh. évidemment, les Mmh 60 mh. personnes. N'empêche que, ça n'a peut-être pas duré non plus des années, mais ça a duré quand même, tu vois. Oui. Au Racing Club de France, alors, tu n'avais pas 70 personnes, mais il m'expliquait qu'au Racing Club de France, il avait, il pouvait travailler 10-12 heures dans la journée en donnant des cours individuels. Il pouvait travailler le week-end. Donc, imagine-toi ce qu'il pouvait gagner. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, effectivement, si on compare à ces années-là, oui, on va être dans une certaine mesure en forme de précarité. Oui, Par contre, il faut se dire qu'actuellement, on est quand même protégé par la convention collective. c'est vrai. Bon. En profession libérale, il n'avait pas de garantie, le prof. Mmh mh. D'ailleurs, là, admettons, si tu restes en profession libérale, regarde, si tu restes en profession libérale, effectivement, tu n'es pas sûr de ton coup. Tout à fait. Si tu es salarié dans un ou plusieurs clubs, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, je ne peux pas te mettre toutes les statistiques. Mmh, mmh, Les mmh mh. statistiques, je les ai sur ma vidéo, hein, Mmh mh. On enfin, y sur je la l'audio. mettrai, ouais. Mmh. Voilà. Bon. Tu as des profs, tu as beaucoup de profs qui sont dans plusieurs clubs, Oui, surtout à la campagne. oui. Et à la campagne, il faut bien se dire une chose, il manque de profs. Les profs, ils sont où? Ils sont dans les grandes villes. Mmh mh. Nous, par exemple, je vois les profs, ils sont à Troyes, dans l'Aube, tu vois. Mmh mh. Bon. Euh, Dans les petites campagnes, là, où moi je suis, par exemple, à 20, 30, 40 kilomètres de Troyes, les petits clubs, ils cherchent des profs. Et si tu veux, tu as certains profs troyens, bah, qui sont en satellite dans plusieurs clubs. Alors, soit ils sont salariés à plusieurs endroits, Oui, soit ils se mettent salariés et indépendants, soit ils sont indépendants. oui. Là, c'est la statistique au niveau national. C'était en quelle année ça? Oh, ça, c'est récent, ça doit être en 2018, quelque chose comme ça, tu vois. OK, À peu parce près, que, hein. tu sais qu'il y a un colloque national des enseignants tous les 2 Tous les ans deux. et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des emails aux enseignants dont ils ont Oui. le contact. Alors du coup, j'ai repris les chiffres que la Ah, FED ah nous bah avait c'est bien, donnés. oui. Alors bon, il y a Ça a peut-être évolué.
Oui, oui, alors du coup, je te donne, effectivement les chiffres. Oui, 4 700 DE contactés par mail. Donc, ouais. du coup, c'était d'ailleurs une question que je te poserai après. Mmh. Comment on sait combien il y a d'enseignants en France? Bon, ça, c'est une autre question, mais on la garde. Sur les 4 700 DE, il y a eu 798 réponses, donc c'est un taux de retour de 17%. Donc on fait des statistiques sur ces 17% de retour, donc sur 798 réponses. Mmh. Et en termes effectivement de statut, juridique, 8 enseignants, pardon, sur 10 ont un statut de salarié. Donc il y a ceux qui sont en CDI, 44 de l'échantillon. Ceux Mmh. qui sont mixtes, donc travailleurs indépendants et salariés, donc là on confond un peu le de 33. Et puis Mmh. il y a ceux qui sont effectivement en CDD, ça fait 2%. Par contre, le chiffre donné, c'est le travailleur indépendant, c'est 17%. Donc Voilà. tu vois, finalement, tu nous donnais en 2018 À peu 24. près, oui, ça Non, doit être on ça, est ouais. à on est à Ouais. on est à 17, ouais. Mmh. Si tu veux, je t'ai dit que j'étais à la fédération, Oui, j'ai travaillé au club fédéral des enseignants avec Marc Renoux OK. et donc effectivement, on faisait les enquêtes. Mmh mh. Les taux de retour étaient effectivement faibles. Mmh. Donc Pourquoi ça, du coup? comment? Pourquoi les taux de retour sont faibles, tu Bon, penses? bah, tout simplement parce que, bah, ils se donnaient peut-être pas la peine de répondre. Mmh mh. Tu sais, heu, quand Lionel Cronier, je sais pas si tu connais? Oui, de nom? Voilà, donc Lionel, lui, il était, comment, enfin, c'est lui qui dirigeait les Stabs de Dijon et il a fait 2 énormes colloques en espace de 10 ans sur le tennis. Bon, Oui. il espérait avoir énormément d'enseignants, tu veux? C'est un colloque scientifique, hein, avec des pointures au niveau de la recherche qui viennent et cetera. Très, très, très peu d'enseignants. Ils sont peut-être désintéressés, si tu veux, du côté scientifique, du côté statistique, et cetera. C'est plus des gens qui vont être sur le terrain, si tu veux. Oui, oui. Tu vois? Mmh. Donc moi, ce taux de retour, alors nous, on peut le considérer faible, si tu veux, d'accord. On Mmh mh. peut se dire, ah tiens, ça les intéresse pas, admettons. Mais En tu sais surface, ouais. qu'en sciences sociales, c'est déjà un taux de retour qui est pas mal. D'accord. Nous, avec Marc, quand c'est nous qui organisions la formation continue, si tu veux, Mmh mh. avec des stages, hein, il y avait beaucoup, beaucoup de stages sur l'année pour les enseignants. Nous, on était souvent obligés de relancer, tu vois. Marc me disait, allez, rappel, faut les harceler pour qu'on ait des réponses, tu vois. Mmh mh. Bon, donc oui, voilà. Après, euh, même le taux de réponse là que tu me donnes est tout de même significatif. Mmh mh. En sciences sociales, c'est un taux significatif en termes d'échantillonnage, si tu veux. OK. Tu OK. vois? Le top, effectivement, ce serait d'en avoir la moitié ou plus. Mmh mh. Bon, c'est pas grave. Ouais, Si tu tout veux, à fait. c'est déjà suffisant. Mmh. Après pour le colloque, bon, c'est toujours pareil, il y a une communication, faut toucher des gens, faut les rappeler, faut que les dates Eh tombent oui, bien, faut que eh oui, les gars arrivent à se libérer. Est-ce que ça eh tombe oui, pendant des heures de cours de eh c'est oui. toujours un peu compliqué tout ça, quoi, mais je Bah, comprends, hein, ton avis. avec Marc, j'avais participé, on était 3 ou 4, ouais, dans l'organisation, au colloque des enseignants qui avait eu lieu, alors je sais plus si c'est 2000, ouais, 2005 déjà, Mmh mh. 2004 ou 2005, bon, peu importe. On était quand même, je sais plus si c'est 600 ou 800, hein. Mmh mh. On avait organisé ça à à la Halle Charpentier, je crois, à Paris. Mmh Tu mh. vois? Mmh mh. Bon. euh, Après, tu me dis comment on peut référencer les enseignants Oui. en France. Donc là, c'était Nathalie Delègue qui s'en occupait à l'époque. Mmh mh. On avait une base de données, hein, avec tous les enseignants. OK. Et donc, cette base de données, elle avait été faite avec le recueil des conseillers sportifs départementaux, hein, bah, dans chaque département, ils redonnaient à la DTN, si tu veux, le nombre d'enseignants qu'eux, ils avaient. D'accord. Tu vois? Parce que tu vas avoir ceux qui sont actifs, ceux qui ont Ah, arrêté, bah oui. tu vois? Ah, bah Tu vas oui. avoir ceux qui ont alors moi je me disais: «Tiens, on pourrait compter les cartes pro, redemandées, actives», mais savoir vraiment qui est actif parce que souvent le chiffre qu'on entend c'est Oui, 7 000 oui. enseignants. Alors est-ce que c'est 7 000 enseignants formés? OK, mais Ouais, non, mais tu vois, je le sais pas trop d'où viennent les chiffres. Alors là, je voyais 6 non, mais 800, si tu veux, tu vois? s'ils voulaient faire une étude sérieuse là-dessus, c'est simple. Mmh. T'appelles les CSD, eux, ils sont au courant, ils ont une liste de profs.
OK. Et il est capable de te dire, le CSD, lui, il enseigne encore, lui, il enseigne plus, lui, il fait tant d'heures, etc. Et OK. si tu veux, à partir de là, tu as toutes les données, tu as un truc exhaustif, hein, Mmh. tu OK. vois. Bon, c'est peut-être ça qu'ils donnent comme chiffre, je t'avoue, je leur j'ai pas demandé à Je, l'arrivée, franchement, là, je sais plus. Ça fait plus de 20 ans, je sais plus. d'accord. Je sais plus par rapport à ça, tu vois. OK. Oui, OK. alors, oui, donc je te disais par rapport à cette précarité, Mmh. doit y avoir des profs effectivement qui sont en situation précaire, je suis d'accord, mais il y Mmh. en a d'autres qui vivent bien. Tu sais, tu vas à la Baule, où les profs ils donnent des cours à 60-80 € de l'heure, Mmh. il y a un monde pas possible, ça doit marcher, tu vois. Oui, je pense. Oui, je pense qu'il y a des clusters comme ça. Oui, je pense aussi, je Mmh. pense aussi. Mmh. Après, par rapport au métier en lui-même, si tu veux. Mmh. Mmh. Attends, je vais y aller. Ouais, attends. Juste encore une autre petite indication. Tu vois là, regarde. Ça, pareil, c'est en 1936. C'est le nombre de profs qu'il y avait en France. Mmh. Ouais, on les compte, sur pas sur Ah les doigts de oui, la main, non mais mais, presque, quoi. non mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que entre 1870 et on va dire, ouais, avant la Deuxième Guerre mondiale, même, voilà, ou même jusque dans les années 70, si on veut aller par là, c'était un métier de niche, hein. Mmh. Il y avait très très peu de joueurs, Mmh. très très peu d'enseignants, si tu Mmh. veux. Bon, Mmh. le tennis de ces années-là, en termes sociologiques, en termes d'effectifs, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. D'accord. Mais rien à voir. Mmh. Euh, Tu vois, il y a ça aussi que j'ai fait comme petite courbe. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur des sports, quand on regarde à grande échelle, c'est très cyclique, si tu veux. Mmh. Tu prends le jeu de paume, en 1500, en 1600, en 1700, c'était pareil que le tennis aujourd'hui. Et ça a périclité, tu vois. Tu prends le tennis, bah ça n'a pas démarré d'un coup, la preuve. Et ça redescend un peu, et ça redescendra probablement encore beaucoup, tu vois. Mais après, je, Mmh. je vais te dire par rapport à ça aussi. Maintenant, c'est quoi? C'est le padel qui commence à monter. Mmh. Ça va monter jusqu'où? Je ne sais pas. Oui. Mais quelque part, c'est presque une chance pour le prof de tennis. De OK. toute façon, le prof de tennis, j'ose dire, ça, cette courbe qui descend, il n'y peut rien ou presque rien. C'est macro, quoi. Ouais. Mmh. Par contre, effectivement, il y a des petites choses à faire, si tu veux. Moi, je pense que le prof de tennis, il devra être de plus en plus commercial. OK. C'est-à-dire, ça va être à lui d'aller chercher les joueurs. Ça va être à lui de dire, coucou, je suis là, je peux donner des cours. Ça va être à lui d'organiser des événements de convivialité. Ça va être à lui, si tu veux, d'attirer les gens. Mmh. Tout à l'heure, je te parlais du prof Alain Hardy. Mmh. Déjà lui, dans ces années-là, écoute bien ce qu'il faisait, c'est assez impressionnant. Donc il était au Racing, avec des gens vraiment aisés, t'es d'accord? Bien sûr. Et moi, je l'ai connu comment? Je l'ai connu à Chambourcy, au tennis club de Martinval. J'ai géré pendant 2 ans ce tennis club privé. C'était l'un des premiers clubs à avoir autant de cours couverts dans les Yvelines. Il y avait 7 cours couverts en terre battue, 3 cours extérieurs, etc. C'était Cochet qui avait fondé ce club, son fils qui l'avait repris, et après un dénommé Monsieur Tournant, qui avait eu un fils qui s'appelait Grégoire Tournant, qui avait été dans les 300 premiers joueurs mondiaux. D'accord. Et ce monsieur qui avait acheté ce club, il cherchait quelqu'un pour gérer, et moi j'y suis allé pendant 2 ans. C'est là que j'ai rencontré Alain Hardy. Pourquoi je l'ai rencontré? Parce que tous les jeudis, il prenait 3 cours en terre battue pour faire du double. Mmh. Qui c'est qui l'amenait pour faire ce double? Les gens du Racing. Un petit groupe très convivial. Ils jouaient de 10 h à midi. Je leur faisais à manger. À 14 h, ils reprenaient jusqu'à 16 h.
Mmh. Qui c'est qu'il y avait pour jouer avec eux? Il y avait le prof, Alain Hardy, il y avait un autre prof, et souvent, il y avait Jean-Claude Molinari. Jean-Claude Molinari, ancien joueur de Coupe Davis. Ouais. Il attirait les gens comment? Il attirait les gens par la convivialité, il attirait les gens avec Jean-Claude Molinari. Mmh. 2 fois par an, qu'est-ce qu'il faisait? Hop, il allait sur l'île de Djerba en Tunisie, stage de tennis pendant 1 semaine ou 15 jours. Ouais. Et là, Jackpot. Ouais, mais là, on parle de gens aisés, tu vois? C'est ça le on truc. parle de gens aisés, Qui mais, peuvent, tu vois, le jeudi, ils viennent, ils travaillent pas, évidemment, vite à midi, évidemment, 14, la petite bouffe, tout, tu vois? On est mais sur une oui, population aisée, ouais. mais si tu veux, effectivement, mais tu as encore beaucoup de clubs, beaucoup de grands clubs. Tu sais, tu vas au tennis club de Troyes, tu vas au tennis club de Lyon, tu vas dans beaucoup de clubs que j'ai visités, tu as encore une population aisée. Oui, Bon. Après, effectivement, dans des clubs de village, tu peux pas faire ce que je dis là. Mais si tu veux, tu peux amener des choses conviviales oui. où les gens, de toute façon, vont peut-être payer des cours, alors peut-être pas des cours individuels, mais des cours en collectif. Tu vois ce que je veux te dire? Mmh mh. Mmh. Quand je te dis que le paddle, c'est aussi une bonne aubaine, pourquoi? Et quand je dis que le prof, il va devoir se diversifier, donc déjà, effectivement, peut-être cet aspect commercial qu'il va falloir avoir, etc. D'ailleurs, c'est ce que tu retrouves dans une enquête qu'on avait fait faire en 2004 ou 3 et qu'on avait analysé avec Anna Cronenberger, c'est-à-dire dans le besoin des clubs. Oui. On avait identifié les besoins des clubs sur une très grosse enquête, hein. Et effectivement, ce qui ressortait sur les clubs de moyenne taille, c'était l'animation, tu vois, entraîneur et animateur en même temps, tu vois. Mmh mh. Mmh. Ça, voilà. T'as le paddle qui arrive. Les profs de tennis, faut qu'ils soient profs de paddle en même temps. Mmh. Si tu veux, on va pas pouvoir y échapper. Pour moi, là, je te dis pas dans les 2, 3, 4 ans à venir, Mmh. mais je pense que dans les 20, 30 ans à venir, ce qui était prof de tennis va devenir prof de paddle. Ouais. Ce qu'il faut se dire aussi, et c'est déjà développé, il faut que le prof de tennis se forme. Tennis santé. Ça existe tout ça, bien sûr. Mais oui, mais oui. Euh, la prépa physique. Quand je te parle de prépa physique, c'est pas forcément effectivement chez les jeunes là qui soit bon. Oui, Tout c'est ce pas qu'on ça. connaît déjà, si tu veux, tu Mmh vois. mh. Mais des choses pareilles, un petit peu plus ludiques pour les personnes un peu plus âgées, tu vois. Mmh. Moi, si tu veux, le métier, je le vois dans ce sens-là. Parce que tu parles d'une vague macro. Qu'est-ce que tu mets dans la vague macro? C'est-à-dire la compétition, les gens en font moins, Je ça vais y les venir à intéresse ça. moins, Ouais, on était trop axé là-dessus, du coup les gens ouais, viennent pour d'autres choses dans un club? ouais, ouais, ouais. Je Mmh. vais y venir. Attends, Mmh. je vais y venir. Effectivement. Regarde. Oui, c'est bon. Voilà. Là, tu as les classés. Là, tu as les compétiteurs. Moi, ce que je vois, si tu veux, j'ai organisé. Attends, je me remets bien dans mes petits papiers pour rien oublier, si tu veux. Vas-y, prends ton Rien que temps. j'oublie. Ouais, oui, voilà. Si tu veux, ce qui se passe, quand je prends. Donc là, regarde bien cette courbe-là. Tu vois, on est dans les années 89. On était à presque 1 400 000. Ça descend. On est d'accord? Bah Ok. ouais, ouais. C'est-à-dire, le nombre de licenciés descend, mais tu as aussi quelque chose qui est peu chiffré, c'est le nombre de pratiquants. Il ne faut pas confondre pratiquants et licenciés. Tout à fait. Moi, à côté de chez moi, il y a un terrain de tennis qui est ouvert. Il y en a 2 même. Je ne suis plus licencié, mais je joue. Mmh. D'accord. Regarde maintenant
j'ai pris plein de photos justement là-dessus. Et quand je voyage, si tu veux, je roule beaucoup, je m'arrête dans des clubs qui ne sont plus des clubs, c'est-à-dire des terrains qui sont en friche. Oui. D'accord? Et là, il y a un constat qui est simple. Va dans les campings, où dans le temps c'était des toiles de tente et maintenant des bungalows. Mhm. Dans les années 80-85, tu avais des tennis à pu en finir. À pu en finir. Mhm. Ils construisaient les tennis, si tu veux, le terrain de camping, le camp de vacances, l'hôtel ne pouvaient pas exister sans terrain de tennis. Mhm. Maintenant, il n'y en a plus. Tu vas dans les terrains de camping, moi j'étais abasourdi. Je vais essayer de te mettre en même temps que je parle une photo par rapport à ça. Bah, tu me fais plaisir à parler des campings, parce que moi j'ai débuté sur un terrain de camping, justement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le tennis. Truc qui se délitait dans tous les sens. Bon, c'est tout. Tiens, je m'aperçois qu'il y en a un deuxième à côté. Voilà. Il y avait des arbres qui poussaient au milieu. Mhm. Bon, c'est tout. Et puis par curiosité, parce que je suis quelqu'un qui est très curieux, c'est une belle qualité, on va dire. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai encore deux autres cours, trois autres cours à côté. Ah ben là, tu les voyais plus. Ça servait l'entrepôt, etc. Et regarde aussi dans les villages où tu avais un cours. Partout dans les villages, il y a eu des cours de construits. Mhm. Et ben regarde dans ces villages, les cours, qu'est-ce qu'ils font? Terrain multisport dessus. Ouais, terrain multisport où Tu vois? j'ai cet exemple effectivement où tu as après le foncier qui prend le dessus et on crée des habitations, quoi. Oui, exactement. Exactement. Et ben, le club dont je te parlais à Martinval, qui était un club privé, où effectivement c'était en chute libre. Même dans les années, bah oui, 80. Attends, bah non, pas 95. Ah ouais, si. 95-99, en chute libre. Il a revendu. Et alors là, tu te doutes à Chambourcy, tu vois où c'est Chambourcy, hein? Chambourcy, c'est au-dessus de Saint-Germain-en-Laye. Mhm. Donc le prix du terrain est exorbitant. Donc t'imagines l'argent hein, Mhm. qu'il a pu recueillir. Mhm. Attends, je te montre par rapport à ça. Donc là, tu vois, c'était le terrain de camping. Ça, on le voit pas parce que je pense que du coup il est caché derrière Ouais, ouais. Attends, l'autre. je vais le mettre là, tiens. Ah bah non, voilà, ça c'est une photo actuelle. Peut-être que tu peux fermer du coup le. Ah ouais, ça y est, tiens, regarde. Ah, ça y est, je le vois là. Là, c'est aujourd'hui. Ok. Même un petit peu avant encore. Je sais plus ce que j'ai mis. Mhm. Non, oui, non, ouais, capture d'écran 2021. Ok. Donc là, tu vois, le terrain, il est encore utilisable. Il y a pire encore. Et là, entrepôt là. Là, c'était un terrain de tennis. Là, c'était un terrain de tennis. D'accord? Mhm. Là, c'est le terrain. En haut un peu. Là, c'est les. Bon, la photo est très mauvaise. J'ai pris sur Internet. C'est les terrains à la belle époque. Tu vois? Et ouais. Mhm. Hein? Mhm. Je te remontre encore. Si j'arrive à l'avoir. Ah bon, peu importe. Peu importe. Bon, sinon, on va perdre trop de temps si je te montre ça. Ouais, Mais, l'idée c'est. mais c'était. Attends, c'est quoi de te le remettre? C'est une véritable catastrophe, hein. Quand tu vois ça, Mhm. tu te dis oui, le terrain, le tennis est en train de perdre du terrain. Ouais. Par contre, Alors, tu as ouais. toujours, ou presque toujours, autant de classés, mais tu as beaucoup plus de troisième série, on va dire, dans les tournois, Oui. et tu as toujours presque autant de compétiteurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ouais. Tu as de plus en plus de gens qui savent jouer. Tu as de Mhm. plus en... Enfin, pas de plus en plus, pardon. Tu as toujours autant, pardon. Tu as toujours autant de gens qui savent jouer et de gens qui sont compétiteurs et de gens qui sont classés. Par contre, tu as de moins en moins
de pratiquants, Ah. de moins en moins de loisirs. C'est Mmh. ça le phénomène. Mmh. C'est ça le Bon. phénomène, si Ouais, tu veux. du coup, on se trompe peut-être, parce que moi, l'idée que j'avais, en tout cas, c'était de dire: «Bon, il y a de moins en moins de compétiteurs», parce que les gens, la compétition, ça les intéresse Alors, moins. Mais apparemment, c'est pas vrai. alors, tout au moins, les gens, ils vont aussi s'aventurer vers d'autres types de compétitions. Tu OK. prends les TMC. Oui. Alors, les TMC, ça fait longtemps que ça existe dans le squash, par exemple. Bon. Le TMC, tu me demandais pourquoi ça plaît. Mmh. Mais quelque part, déjà, tu perds ton premier match. Tu es sûr d'en refaire d'autres. Oui. Voilà. En général, le TMC, il est calé sur 2 jours ou sur 3 jours. Mmh. Et tu sais à peu près les horaires que tu vas avoir. Mmh. Voilà. Tu prends en tournoi, et c'est peut-être de pire en pire maintenant. Moi, j'ai arrêté d'organiser les tournois en 2012. En tournoi, effectivement, euh, tu avais énormément de joueurs qui te demandaient de déplacer, qui te disaient non, ça va pas, etc., etc. Et ça, D'accord? on l'observait pas avant? C'est-à-dire, je me dis, les gens avant, quand ils faisaient les tournois, il y avait que des tournois open, pas de TMC, ça les dérangeait pas du tout, de pas trop savoir quand est-ce qu'ils commencent, quand est-ce qu'ils finissent, ils Mais disaient: oui, «Je jouerai à des heures» entre guillemets, qu'on pourrait penser aujourd'hui impossibles. Ça passait quoi. oui, ça pas. Alors, pourquoi ça passait? Mmh. Parce que tu avais d'abord énormément de gens qui s'inscrivaient dans les tournois, énormément de gens qui voulaient jouer. Et donc, si tu veux, les gens ne se formalisaient pas parce que c'était nouveau, ils étaient pleins d'enthousiasme, si tu veux. OK. Ça, moi, je l'ai connu. J'ai organisé les premiers tournois en 91, je crois. Mes premiers tournois, je les ai organisés en 91, ou peut-être 2 ou 3 ans avant, mais bon, peu importe. Si tu veux, j'avais moins ça, beaucoup moins ça. Moi, ça a commencé dans les années euh, ouais, fin 90. Mmh. Fin 90, où effectivement, tu avais des gens qui étaient de plus en plus exigeants. Alors, est-ce que c'est aussi avec ce qu'on appelle une recrudescence de l'individualité, si tu veux? Mmh. C'est-à-dire, chaque personne ne se sent pas faisant partie d'un D'un tout. collectif, si tu Mmh. veux, mais se sent en tant qu'individu, vraiment en tant qu'individu. Mmh. Et donc, c'est un peu moi-je, c'est un peu moi avant les autres, c'est un peu, euh, comment je pourrais dire, ma tranquillité et mon confort avant ceux des autres et avant ceux de la collectivité. Et Ouais. donc, tu retrouves la même chose par rapport aux exigences en tournoi. Ça vous dérange que je ne puisse pas jouer avant 22 heures? Tant pis, moi avant 22 heures, je fais autre chose. Bah, il y a d'autres joueurs qui vont pas pouvoir jouer après. Tant pis, débrouillez-vous. Mmh. Tu vois? Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup de collègues juges arbitres qui ont arrêté le juge arbitrage en disant j'en ai marre des impératifs des gens. Tu vois? J'en ai marre Mais de vraiment jongler avec ça. énormément, hein. Mmh. Mmh. Vraiment énormément. Euh, moi, Est-ce ouais, que je est-ce que pense que est-ce que ça ça vient veut comme ça. dire est-ce que ça veut dire alors là, du coup, par rapport aux cours de tennis, on pourrait imaginer, c'est une hypothèse, si Hum, les gens sont de plus en plus individualistes à partir des hum, dates que tu donnes, est-ce qu'il y a un boom des leçons collectives à nouveau? Quand est-ce qu'on a basculé? Alors j'ai compris avec tout à l'heure, hein, la période où hum, massification et cetera, on est passé des cours individuels, on a commencé à organiser des cours collectifs. hum. Est-ce que là, du coup, individualisme des années 90, pour le dire comme ça, est-ce que du coup les cours individuels augmentent ou c'est pas suivi d'effet? On parle juste de là de la Non, compétition. Le cours individuel n'augmente pas. Ouais. Je pense qu'il reste stable ou qu'il fléchit un peu dans les clubs aisés.
tu vois. Mmh mh. Mmh. Par contre, partout ailleurs, tu en as de moins en moins. OK. Je connais bien le tennis club de Provins. Mmh. Provins, c'est une ville, effectivement, avec une population moyenne plus. Je connais des enseignants là-bas, de moins en moins de cours individuels. OK. Et de plus en plus de cours collectifs, bien entendu, Mmh. chez les jeunes. Ouais. Ça tu l'as, mais tu vois, je t'ai remis là, tu vois, le cours de tennis, hein. Ouais, ouais, Ah, c'est abandonné. beau, hein. Ah, ça, voilà, voilà. Bon, attends, je referme pour te remettre d'autres choses. Le club diminue aussi. Oui. Le nombre de terrains diminue un peu. Ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que les clubs qui restent, ça va être des clubs quasiment systématiquement avec une structure couverte, Ouais. un enseignant, Mmh. une école de tennis, un clubhouse, Mmh. de l'animation autour, Mmh. des bénévoles et ou l'enseignant tout seul, Mmh. qui fait son job, comme je te disais tout à l'heure, certes d'enseignant, mais d'animateur. Ouais. Ah mais, je veux dire, c'est limpide. Tu vas dans tous les... Partout où tu vois des clubs en friche, c'est des clubs où tu n'avais pas de clubhouse, où tu n'avais pas d'enseignant. Tu vois? Ça, c'est Mmh. clair et net. Mmh. C'est clair et net. Mmh. Euh, Moi, ce dont je crois beaucoup, c'est l'animation, c'est la convivialité. Tout à fait. Moi, je vois dans le club à Villenox-la-Grande, on avait par exemple des assemblées générales, on était une dizaine, c'est-à-dire les membres du bureau et trois ou quatre qui venaient. Mmh. 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 À partir du moment où à l'école de tennis, j'ai commencé à dire école de tennis le samedi matin, 7h30 jusqu'à 15-16 heures. Ce soir, messieurs, dames, c'est l'assemblée générale, hein. N'oubliez pas de venir, c'est sympa pour nous. On est bénévole, c'est une forme de remerciement de venir à l'assemblée générale. Mmh. Ça va nous faire plaisir. Et vous allez apprendre des choses et on va faire un petit repas avec. 60-80 personnes à l'assemblée générale. Mmh. Alors est-ce que c'est le repas ou est-ce que c'est Voilà, beaucoup le repas déjà. beaucoup? Ah non, non, mais beaucoup Mmh. le repas. Mmh. Mais aussi, si tu veux, faire prendre conscience aux gens qui sont dans un club et que l'assemblée générale, c'est aussi un moment de convivialité. Tout à fait. Et c'est aussi un moyen de dire merci aux bénévoles Mmh. et aux enseignants. Aux profs, Qu'ils ouais. soient bénévoles ou payés, si tu veux, peu importe. Mmh. Mmh. C'est la première chose. Deuxième chose aussi, je suis allé chercher, même si ça ne plaît pas à l'éducation nationale qu'on le dise comme ça, des gamins dans les écoles. Mmh. C'est-à-dire à partir du moment, et c'est pareil pour le football, c'est pareil pour le basket, à partir du moment où tu vas dans l'école, tu sais, pour faire découverte sport de raquette, par exemple. Tennis à l'école, ouais. Ouais, mais tu vois, si tu dis tennis à l'école, tu as des instituts qui vont avoir peur. Oh là 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 là, le tennis, sport aisé, tu Mmh. vois. Mmh. Oh là 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 là, ils vont récupérer les gamins. C'est non, c'est pas le but de l'école. Mmh. Alors que si tu dis sport de raquette et que tu le passes par l'intermédiaire du mini-tennis ou du pickleball ou des choses comme ça, là, les instits, oh oui, pourquoi pas. Mmh. Et là, de toute façon, tu vas aussi ramener des enfants. Tu vas peut-être ramener des parents, tu vois. Oui. Donc, si tu veux, il y a tout un tas de choses qui est possible de faire pour ramener les gens. Bon, ça, c'est par rapport au tennis. Oui. Maintenant, tu m'as aussi demandé de parler du padel. Oui. Et tu fais bien. Je vais te donner un exemple tout bête. Et là, en même temps, j'affiche quelque chose que j'ai récupéré.
communiqué On se officiel. rend compte de l'augmentation, effectivement, du paddle. J'ai aussi, mais là je peux pas les mettre en ligne, des, attends, je sais plus comment on appelle ça. Bon, peu importe. Si tu veux des éléments d'information que des investisseurs ont demandé pour savoir si c'était rentable ou pas d'installer tel ou tel ou tel terrain de paddle dans des villes, dans telle ou telle ville, d'accord, pour faire des plans de financement, etc. D'accord. Donc tu t'aperçois que c'est rentable. Mmh. Et je vais te donner un exemple.